Alain, dans les épisodes précédents, on a établi qu'il y avait une sagesse chrétienne, c'est le thème de notre podcast. Maintenant, la sagesse chrétienne, comment on fait pour l'atteindre? Sapientis est ordinare. Alors ça, c'est une citation de Saint-Augustin ou Beyoncé? Ni l'une ni l'autre. Ça vient de saint Thomas d'Aquin. OK. Saint Thomas d'Aquin qui, semble-t-il, l'a repris au philosophe Aristote. Et tout le monde utilisait cette citation-là pour dire que du sage vient l'ordre. Sapientis est ordinari. Donc du sage vient l'ordre, où le rôle du sage est d'ordonner, d'organiser, de structurer. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu d'ordre ou une espèce de plan qui va permettre aux gens de mieux percevoir ce qu'on veut faire, peut-être pas dans le détail, mais au moins au niveau de l'ordre. N'importe quel prof fait ça. Hein. Quand on voit un cours au secondaire, que ce soit un cours de mécanique automobile, que ce soit au collégial ou à l'université, habituellement, le prof va avoir, on appelle ça un syllabus, où il va ordonner les matières selon ce qu'il juge le plus approprié pour livrer un contenu à ses élèves, à ses étudiants. Donc, je pense qu'on est rendu là dans notre démarche de mettre de l'ordre pour dire voici pourquoi on fonctionne de cette façon-là. Alors notre but, l'aboutissement, nous, qu'on vise, c'est parler de sagesse chrétienne, aboutir à la sagesse chrétienne. Et tu tiens à ce qu'on ait un certain cheminement avant d'y arriver. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas parler de foi chrétienne tout de suite d'emblée en commençant? Parce qu'on n'est plus en régime de chrétienté. On n'est plus dans le Québec du milieu du 20e siècle. On est dans une autre culture. Et il faut aborder le sujet de la foi, il me semble, à partir de d'autres approches que les approches utilisées dans le passé. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas là, les gens ne sont plus là. Et même ceux qui sont là, peut-être aimeraient entendre un autre point de vue, une façon différente d'aborder les choses. Et puis donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut tenir compte ce dont on tenait moins compte à une autre époque. Par exemple, la critique historique. La méthode historique qui nous permet d'être plus précis sur les sources, des choses comme ça. Peut-être aussi la philosophie, parce qu'elle nous donne des outils de recherche pour mieux préciser des concepts, des idées, etc. Et bien sûr, la psychologie, au moins la psychologie générale, parce que aujourd'hui, on ne partira pas d'un contenu théorique, on va partir plus de l'individu, de la personne concrète dans les circonstances de sa vie, pour voir comment elle peut approcher la foi. C'est intéressant parce que les trois nouveaux paramètres que tu introduis, c'est souvent des paramètres qu'on cite justement pour dire que la religion est dépassée. Ça supplante la religion. Donc tu dis la critique historique. Ben, à partir du moment où on se rend compte que les textes bibliques, ben, ils ont une réalité historique. Ils n'ont pas tous été écrits par les personnes dont on pense qu'ils l'ont écrit. Il y a des fois des contradictions, etc. On n'est pas sûr des sources tout le temps. Bon, fait que c'est tout des... je pense, on revient à notre ami Michel Onfray qui se sert de ça pour carrément contester l'existence même de Jésus. Donc toi, tu dis, on va intégrer ça dans notre recherche de sagesse chrétienne au lieu, j'ai envie de dire, de se laisser intimider, au lieu de se laisser détruire par ces arguments-là. Ton deuxième point, c'est la philosophie. Donc même chose aussi, la philosophie est souvent érigée pour remplacer la sagesse chrétienne ou la foi, parce que la philosophie est basée sur la raison. C'est une profession de foi envers la raison. Mais toi, tu dis, on va l'intégrer, on va en tenir compte, et ça va mettre notre point de départ, parce qu'on est dans un monde, justement, qui croit plus à ça, qui croit que de croire à la foi religieuse ou chrétienne comme telle. Puis ton troisième point, c'était... la psychologie. La psychologie, donc même chose aussi. Moi, je me souviens d'une pièce de théâtre que j'ai vue dans les années 70. Malheureusement, je ne me souviens plus de la pièce. Mais il y avait un personnage qui était une sœur, une bonne sœur, qui avait décidé dans les années 60-70 de devenir, qui avait défroqué, comme on disait à l'époque, pour devenir psychologue. Puis c'était dit explicitement dans la pièce, le personnage disait « Moi, je suis devenu sœur pour aider les gens. Aujourd'hui, la meilleure façon d'aider les gens, c'est plus dans la religion, c'est en psychologie. Donc, j'ai une formation de psychologie, je suis sorti du couvent et maintenant, je suis psychologue. » Donc, encore une fois, aussi, la psychologie est présentée aujourd'hui comme la chose. Les psychologues, ben, jouent un peu le rôle que, mettons, les directeurs spirituels ou les religieux ou les curés pouvaient jouer avant pour conseiller les gens qui ont des difficultés. Et encore une fois, toi, ta réaction n'est pas de le rejeter, mais de l'intégrer, dans le fond. Voilà, c'est pas...
Lorsque quelqu'un mène un combat, la tendance est de vouloir gagner à tout prix. Alors, ça peut être un philosophe qui veut gagner à tout prix sur un adversaire théologien. Ça peut être un psychologue qui veut être complètement autonome par rapport à la spiritualité. Alors, ou un historien qui dit que tout ça est farfelu. Je pense qu'on peut utiliser les mêmes approches sans être des spécialistes, mais tout simplement pour avoir des perspectives différentes. C'est un peu ça notre approche. Alors, donc, c'est pour ça que les gens vont trouver ça un peu inhabituel, notre façon d'aborder les choses. En époque de chrétienté, on avait ce qu'on appelait les catéchismes. Il y avait 3 ou 4 thèmes fondamentaux qui étaient toujours les mêmes, mais on s'adressait à des gens de l'intérieur. Alors que nous, on s'adresse plutôt à des gens qui ne sont pas proches de ces réalités. Donc, on s'adressait à des gens qui étaient déjà croyants, ou en tout cas qui n'avaient pas le droit d'émettre des doutes. Donc, on supposait en partant, il y a une base, là, on va pas commencer il n'y aura pas de paléo-christianisme. Là, on rentre dans le fait que vous êtes déjà croyant, c'est entendu. Maintenant, on va vous montrer ce que vous devez croire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on ne s'adresse pas à des gens qui ont ce point de départ-là. Non, il n'y a pas de référent naturel à ces choses-là. Puis quand il y a des référents, ils sont plutôt hostiles. Sinon hostiles, souvent aussi, c'est de l'indifférence. Ça ne nous intéresse pas, puis on n'est pas... Les références sont différentes, en fait. Nos points de départ sont différents. Donc, si on veut se rendre à l'aboutissement, au bout de notre cheminement, qui va être la foi chrétienne, ou ce que tu appelles la sainte foi, il va falloir passer par où dans notre cheminement, là? Bien, il va falloir passer par la foi humaine. Donc, ce que j'ai appelé la foi confiance, c'est-à-dire, on va se rendre compte que ça va rapprocher tout le monde, finalement, c'est qu'on se rend compte que la foi confiance, le fait de faire confiance, est essentiel, en tout cas essentiel à la vie humaine, qu'il n'y a personne qui peut se passer de confiance, qu'il faut créer de la confiance. On va détailler tantôt. Mais si tu me permets, alors les 4 étapes, là, donc on parle de foi-confiance. Ta deuxième étape va être la foi-assentiment, qu'on va définir dans quelques minutes aussi. Ensuite, la foi biblique. Et pour aboutir à la fameuse sainte foi, on va parler spécialement aujourd'hui des 2 premiers, donc foi-confiance, foi-assentiment. Donc, pourrais-tu définir c'est quoi? Donc, c'est ce que tu avais commencé à faire, là. Donc, la foi-confiance, là, on n'est pas sur le plan religieux. Donc, tu parles d'une expérience humaine. Ce que tu essaies de nous dire, au fond, c'est que la foi en tant que telle, donc le fait de faire confiance, c'est une expérience qui est fondamentalement humaine. C'est anthropologique. Ce n'est pas... c'est avant d'être religieux, ça existe déjà. On ne peut pas exister comme être humain sans une dimension de foi, donc de confiance. Alors, confiance, quelles sont les formes que prennent cette confiance-là? Je ne sais pas si tu t'en souviens, dès le premier épisode, on a dit... une des tâches importantes de la société contemporaine, c'est d'augmenter la confiance générale, la confiance sociale. Donc, on ne peut pas se priver de confiance pour vivre en société. Mais c'est vrai, on donnait l'exemple du petit enfant qui fait confiance à ses parents, qui se tire dans les bras de son père sans aucun doute. Donc, il y a une dimension d'abord affective à la confiance. Et après ça, tout simplement du sentiment de sécurité qui est créé par l'entourage. On n'invente pas ces choses-là. Donc, habituellement, en tout cas dans un milieu familial sain, on va développer ce sentiment de confiance-là, quand ça va bien, en tout cas. Là. Donc, c'est de prendre conscience dans un premier temps que la confiance fait partie de notre expérience dès l'enfance. C'est une véritable confiance dans le sens qu'on n'a pas de preuves. Que l'image qui me vient en tête pendant que tu parles tout le temps, c'est les fameuses expériences de confiance qui se font dans des groupes des fois. Tu sais, la personne se laisse tomber par en arrière et puis elle va faire confiance que les gens vont le ramasser. Bon, ça, c'est pour cultiver la confiance, renforcer la confiance dans une équipe. Puis c'est ça la confiance, c'est que remarque que dans ce cas-là, c'est pas tout à fait de la confiance parce qu'on le sait qu'il y a quelqu'un qui va nous ramasser en arrière, mais justement, on le sait qu'on fait confiance aux gens qui vont nous ramasser. Dans la vie de tous les jours, donc, tu dis, ça commence par les enfants. L'enfant ne se pose même pas la question de la confiance, ça va de soi, sauf malheureusement certains enfants dont on s'occupe mal et qui, eux, ont le premier contact avec la vie, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à personne. Mais dans un milieu sain, disons, l'enfant sait que sa mère va être là quand il a besoin. Le bébé sait que sa mère va être là quand il a besoin d'être nourri, par exemple. Bon, à mesure que ça grandit, on sait que nos parents vont s'occuper de nous. Il y a une confiance là-dedans, mais qui est basée sur l'expérience aussi. C'est de l'ordre du senti. On pourrait dire d'une certaine façon que la confiance, c'est quelque chose qui d'abord se sent. On le sent. Puis des fois, on va dire, il y a des gens qui
je ne ferais pas beaucoup confiance à cette Oui, personne-là. mais c'est ce que j'allais dire. Pour bien cerner la confiance, on appelait de la méfiance aussi. Oui, tout à fait, qui est son opposé, qui amène plutôt à de l'éloignement, parce ça crée des doutes aussi, là. La confiance va créer un peu de l'abandon, d'une certaine façon. Puis, on parle du petit enfant, mais plus l'enfant va grandir, il va idéaliser ses parents. Souvent, c'est ce qui se passe, le père ou la mère, peu importe, le parent. Puis, plus il va vieillir, plus il va développer la parole, plus il va entendre des professeurs ou des gens avec des opinions différentes, plus il va devenir éventuellement plus critique par rapport à la parole des pères et des mères. Dans ce sens-là, lorsque s'ajoute la parole au sentiment d'abandon, d'une certaine façon, c'est là que va se créer aussi l'esprit critique et le lien avec une autorité. Plus on va vieillir, plus on va écouter des opinions sur différents sujets, plus on va questionner ces opinions-là, surtout il y a de nombreuses opinions divergentes sur un sujet. On va questionner les autorités ou on va faire de la recherche. Donc le doute, la confiance n'est pas éliminée, mais elle peut être accompagnée d'une recherche, du besoin de valider les autorités. Parce que, Mais elle peut être éliminée aussi dans certaines expériences. Il y a des ouais, gens qui font plus confiance à personne, ou on l'a tous connu. Parce que ce que je trouvais intéressant dans ce que tu dis, par exemple, pour quelque chose de schématique, on fait confiance à nos parents, on arrive à l'adolescence, on est en contact avec d'autres réalités, que ce soit des enseignants ou les réseaux sociaux, beaucoup aujourd'hui, qui nous apportent des messages différents. Et ouais, c'est assez typique qu'un adolescent va dire sur tel point, je ne crois plus mon père, ma mère, et il m'a dit ça, il m'a toujours dit ça, mais la vérité, c'est autre chose, que ce soit des questions sociales ou autres. Mais on ne fait plus confiance à nos parents pour faire confiance à quelqu'un d'autre. Soit ouais. le prof, soit un gourou, soit un influenceur, etc. Soit sa propre expérience aussi, évidemment. Mais on est encore dans une expérience de confiance quand même. On fait juste changer ce sur quoi la confiance va se porter. Mais il y a aussi des gens, à cause de leur expérience, encore une fois, qui n'arrivent pas à faire confiance à personne. C'est des gens qui peuvent être très malheureux, très isolés. Donc, qu'est-ce qui fait que la confiance peut être brisée ou qu'est-ce qui fait que la confiance peut être entretenue? Moi, je pense qu'il y a différentes formes d'abus. C'est ce qu'on appelle l'abus de confiance. Exactement, oui. C'est quand quelqu'un, lorsqu'on a confiance en quelqu'un et puis cette personne-là, pour différentes raisons, trahit cette confiance-là, forcément, ça touche la capacité à faire confiance, surtout s'il y a répétition. Si Ouais. à de nombreuses répétitions, on se rend compte qu'on ne peut plus faire confiance parce que l'autre a abusé de ma confiance, si ça devient un phénomène généralisé dans la société, ça devient une société particulièrement malsaine. C'est pour ça que si on regarde ça au plan social et politique, c'est une obligation je pense, de créer de la confiance. Même si on peut avoir l'air naïf en le faisant, il faut créer de la confiance. Le moyen le plus simple, accessible à tous, c'est d'être vrai. Tu sais, de pas Oui, d'être honnête. d'être honnête, de ne pas jouer la comédie, de dire ce qu'on pense, puis de ne pas être gêné de nos limites, etc. Sans s'exposer, là, le but, c'est pas de se dénuder au complet physiquement ou psychologiquement ou autrement. C'est tout simplement d'être, on appelle ça un peu la sincérité aujourd'hui, là, mais d'être honnête et vrai dans sa façon d'entrer avec les autres, ça crée de la confiance. Alors, puis il y a une certaine obligation morale de le faire. Si on ne le fait pas, puis évidemment, lorsqu'on débat sur des questions de foi, de conviction personnelle, il peut y avoir des conflits d'idées, mais c'est pas dramatique, ça. C'est plus grave d'éviter complètement toute forme de débat, d'une certaine façon. Puis un autre exemple, c'est la confiance dans l'autorité politique. Et on s'en remet pas toujours avec confiance à une autorité politique, puis c'est pour ça qu'il y a des élections. De temps à autre, on va changer les personnes en place pour un autre parti politique parce qu'on juge, pour différentes raisons, qu'ils sont davantage dignes de confiance. Alors, c'est la grande force d'une démocratie, là, c'est que quand elle fonctionne à peu près bien, que celui qui veut gouverner doit démontrer qu'il a un CV conséquent. Qu'il est digne de confiance. Qu'il est digne de confiance, qu'il a les compétences pour créer de la confiance. S'il ne le fait pas, forcément, ça va diminuer le sentiment de confiance, ça va créer de la méfiance. Puis on le voit dans certains pays, là, lorsque la fraude est généralisée, notamment chez les autorités, les gens ne savent plus où se tourner, finalement.
Puis tout ça est relatif parce que c'est vrai, bon, il y a certains États où il n'y a plus d'État, justement, donc on peut vraiment plus faire confiance au gouvernement. Il y a des États où l'État est disparu, il n'y a même pas de... Il y a des milices privées, souvent, bon, des choses comme ça, on parle de cas extrêmes. Dans notre côté, nous, on est quand même dans une démocratie, mais les gens vont dire en général qu'ils n'ont pas confiance envers les politiciens. Il y a un taux de désaffection important politique. Le taux d'abstention aux élections, par exemple, montre bien que les gens n'ont pas confiance. Mais en même temps, encore une fois, si on se compare à certains autres pays, certaines autres situations, les narco-États, des choses comme ça, on se rend compte que oui, on prend ça pour acquis, on tient ça pour acquis, mais il y a une certaine confiance que, grosso modo, les choses tournent bien. On peut toujours se plaindre de l'administration fiscale, par exemple, mais grosso modo, on sait, on connaît les règles, on paye nos impôts, on reçoit un remboursement si on y a droit, ça marche quand même. Il y a quand même cette confiance-là de base. On voudrait plus, on rêve de plus, mais il y a quand même une confiance de base que les choses tournent là, quand même. Tout à fait. Au moins, on a une confiance dans notre projet de société. Puis la gouvernance en fait partie. C'est les hommes et les femmes qui gouvernent. Mais c'est comme si on disait, le fond de notre projet de société est valide, a de la valeur. Puis en même temps, ben, il faut accepter que ce ne soit pas parfait. Une démocratie, c'est pas parfait. Je me souviens d'avoir écouté un débat entre Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, où les deux disaient, René Lévesque disait que dans une démocratie, c'est normal qu'il y ait du désordre. Donc, une démocratie, c'est normal qu'il y ait des débats, qu'il y ait des discussions, alors que dans un régime autoritaire, il y a absence de débat. Donc, c'est normal qu'on brasse des idées, qu'on brasse des opinions. Mais dans le fond, c'est de faire confiance au projet de société global qui nous permet d'avancer. Mais de toute façon, peu importe le régime politique, si l'autorité politique ne crée pas de la confiance, tôt ou tard, elle va perdre de la légitimité. Les gens vont cesser de faire confiance, puis ils vont chercher à remplacer cette autorité-là. Quand Saint Paul invite les chrétiens à prier pour les autorités politiques, c'est parce qu'elles en ont bien besoin. Puis aussi pour pouvoir pratiquer leur foi de manière pacifique, là, d'être capable de le vivre. Donc, c'est quand même pas une fonction qui est simple. On exerce l'autorité parentale, puis on trouve ça difficile. Il y a toutes sortes de difficultés, de défis, mais n'importe qui exerce une autorité, c'est pas facile. Là. On a besoin d'un État qui nous garantit un certain ordre pour qu'on puisse fonctionner. On a besoin d'avoir confiance dans le fait que l'État va... Par exemple, je pense à une situation dans le domaine judiciaire, par exemple, on va dire on ne peut pas se faire justice soi-même. Si quelqu'un est cambriolé chez vous, ou bon, tu peux pas aller... Il pète à la gueule toi-même ou aller le cambrioler à ton tour. Tu es obligé de passer par la police. Ça, c'est important pour l'ordre dans une société. Il y a d'autres sociétés où non, tu vas aller tes comptes toi-même parce que tu ne peux pas faire confiance à la police. Mais pour ça, il faut que l'État soit à la hauteur et réponde effectivement à ton besoin au moment où tu portes plainte, que la police s'occupe effectivement de ton dossier. Et ça, ça va avoir... il va y avoir de la confiance si tu constates que l'État prend ses responsabilités. Sinon, la confiance s'effondre. Tout à fait. Fait qu'il y a l'État, puis il y a toutes les institutions de l'État, dont l'institution judiciaire. Il faut être capable de faire confiance aux institutions judiciaires, leur capacité d'impartialité, avec des juges libres par rapport à l'exécutif, bon, des choses comme ça, qui sont des choses de base dans une démocratie. Là. Il faut se donner ces outils-là et faire confiance aux outils que l'on se donne. Puis il y a aussi, dans notre société, il y a quand même beaucoup d'expressions de la dissidence. Puis il y a des médias, par exemple des sociétés d'État, spécialement au Canada, qui me paraissent saines au niveau de l'exercice du journalisme, etc., qui éclaire, informe, et pour que les gens puissent se faire une opinion éclairée sur ce qui se passe au plan, ne serait-ce que de bien rapporter des faits. Oui, alors la confiance aux médias, c'est une autre chose. Et ça aussi, c'est quand même mis à mal actuellement. Il y a beaucoup de sources d'informations parallèles par Internet et les gens, il y a des sondages qui montrent que les gens font moins confiance qu'avant aux grands médias, aux journalistes. C'est important aussi. Mais la question, en fait, c'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir à qui on peut faire confiance ou pas, mais juste de cerner la question de la confiance. Même si ta confiance se déplace des journalistes à un influenceur sur Internet, je ne vais pas commencer à dire, on ne parle pas de la question des fake news, des choses comme ça, mais l'idée, c'est qu'on fait confiance, de toute façon. Quelqu'un qui te dit quelque chose, que ce soit le journaliste de Radio-Canada ou l'influenceur qui est à quelque part, tu sais pas où, derrière dans son blog, tu lui fais confiance. Tu ne vas pas aller vérifier toi-même
tu fais confiance à tel influenceur, par exemple. Je dis influenceur, là, mais ça peut être des gens qui font de l'information, mais dans des réseaux parallèles, on leur fait confiance. Mais on ne va pas vérifier ce qu'ils nous disent. On ne peut pas plus le vérifier que quelqu'un d'autre. Donc, il y a une question de confiance, de toute façon, à moins d'être, encore une fois, d'être méfiant. Mais on ne peut pas vivre dans un monde où on se méfie de tout, de tout le monde. Au fond, c'est de ça. Dans le fond, on est comme dans l'impossibilité de toujours vérifier les sources. Exactement. Voilà, ça, c'est important. Ouais. Alors, on ne peut pas toujours vérifier. Puis, c'est normal, ça fait partie de la vie quotidienne aussi. Si tu me permets, on peut parler du domaine judiciaire, politique, familial, on peut parler du domaine commercial aussi. Tu passes une commande sur Amazon. Je pense qu'on l'a tous été au début un peu méfiants. Tu sais, tu donnes ton numéro de carte de crédit. Je dis Amazon, mais ça peut être. C'est la plus connue, mais quand Internet est arrivé puis qu'on s'est mis à faire des commandes sur Internet, au début, donner un numéro de carte de crédit, commander à des pays, un commerce en dehors du pays, risque de fraude, tout ça. Bon, puis finalement, tout le monde le fait aujourd'hui. On a confiance, mais il faut bien admettre que, d'abord, il y en a de la fraude. Il y en a qui se font voler leur identité. Mais c'est dans une proportion telle qu'on fait confiance quand même. Mais il y a un acte de confiance quand même impressionnant dans le fait de donner ton numéro de carte de crédit à une entreprise multinationale, j'ai envie de dire sans foi ni loi. Quoique, c'est sûrement pas sans foi ni loi, parce que sinon, ça se saurait. Et là, donc, la confiance est importante pour l'économie aussi. Dans tous les secteurs d'activité, il y a un journaliste qui s'appelle Alain Deneau, je pense, qui a écrit un bouquin sur la foi dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'échange, la confiance. Oui, c'est ça. Fait que dans ce domaine-là, on ne peut pas non plus toute la justice des contrats, comment faire confiance aux contrats. Dans la vie de couple, on n'a pas parlé, mais la confiance est importante. Mais juste, on va revenir à la vie de couple, effectivement, c'est important. Mais pour revenir à la question commerciale ou juridique, comme tu viens de dire, notre société occidentale s'est développée beaucoup dans les 300-400 dernières années, grâce notamment au droit anglo-saxon, qui était basé beaucoup sur le contrat. J'ai envie de dire protestant aussi, tu sais, la morale protestante, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est établi par les historiens. La société s'est développée beaucoup grâce au fait qu'il y a une relation de confiance entre les gens qui font des affaires ensemble, grâce au contrat, mais aussi grâce au système juridique qui va faire, qui va garantir le respect des contrats. Donc, n'importe qui est en économie, c'est la monnaie. C'est qu'est-ce qui fait que ton dollar... tu crois qu'il vaut rien. À l'époque, on n'a quasiment plus de dollars en papier et monnaie. Là. Mais on sait très bien, on appelle ça la monnaie fiduciaire. Donc, encore une fois, c'est pas comme à l'époque où tu avais de l'or dans ton sous-sol. Là, l'or vaut quelque chose en soi. Le papier vaut rien. Mais tout, puis encore, maintenant, c'est pire que du papier. C'est juste des chiffres dans un ordinateur. Mais on a confiance que ça va être respecté. Si c'est marqué que tu as 100 dollars dans ton compte en banque, tu as confiance que les gens vont accepter ce chiffre-là en paiement de biens que tu veux acheter. Ouais. Je t'écoute là, puis je me dis, tu donnes de nombreux exemples, nous donnons des exemples. Tout ça est basé en bonne partie sur l'autorité de la parole humaine. Parce que tout ce que l'on dit, c'est avec des mots, c'est avec un langage, etc. Ce sont des personnes qui le disent. Donc, il y a comme une discipline de la parole qui est importante pour... si possible, si c'est nécessaire, améliorer la confiance, c'est le point de départ. Là. Quand tu parles de discipline de parole, tu veux dire, encore une fois, l'honnêteté, la sincérité. Oui, quand je te dis quelque chose, il faut que ce soit vrai. Faut que tu me fasses confiance, mais la meilleure façon de me faire confiance... La meilleure façon pour moi que tu me fasses confiance, c'est que je te dise la vérité. C'est ça. Puis la deuxième chose qu'il va en ajouter, c'est la compétence. Oui. Si plus on vieillit, plus on a des sources différentes, puis souvent ce qui va être utile, c'est on pourrait appeler ça la convergence des sources ou des autorités. Là, c'est pas par hasard qu'on va consulter 2-3 mécaniciens, qu'on va consulter 2-3 philosophes, 2-3 médecins. Surtout quand des fois les gens abusent un peu du système, mais l'idée c'est que de pouvoir confirmer par des sources différentes, autoriser la parole qui m'est donnée sur mon état de santé, sur l'état de santé de ma mécanique automobile. Donc, la convergence des autorités, c'est important, spécialement lorsqu'on veut s'abandonner davantage, d'une certaine façon. Là. Puis tu l'as parlé donc aussi dans la relation de couple, c'est super important, évidemment. On parlait de confiance, méfiance tout à l'heure, de trahison. L'exemple est parfait. Quelqu'un qui... Le premier amour... Souvent, on est confiant, il y a une confiance aveugle. Puis une personne qui s'est fait trahir une fois, déjà une fois, c'est beaucoup pour rétablir la confiance. Dans certains cas, plus qu'une fois. Et on en arrive à la situation un peu cauchemardesque dont je parlais tantôt, où est-ce que des gens peuvent ne plus faire confiance à personne. Donc, comment on pourrait commenter là, justement la relation de confiance dans un couple? Oh.
Comment... On ne parle pas de ton cas particulier. Non, là, OK, c'est pas un témoignage. Parle en général. Non, OK. c'est pas un témoignage. Je voudrais bien. Ça me Je voudrais rassure, bien, ça me mais, rassure. Non, mais en tout cas, je pense qu'un des problèmes assez importants de notre société, c'est l'engagement parolier ou l'engagement de la parole. C'est au niveau de la sexualité ou de la vie amoureuse contemporaine, il y a un engagement. On donne sa parole ou on la donne pas. Il y a ça aussi là, qu'il faut vérifier. Qu'est-ce que tu veux dire, donner sa parole dans le sens de promesse ou dans le sens de faire une affirmation? C'est comme de... je pensais pas qu'on irait peut-être dans le détail de ce sujet-là, mais c'est comme un mariage civil. Je parle pas du mariage religieux, là. Je parle du mariage civil. Il y a ce qu'on appelle un échange de consentement. Oui. Dans l'échange de consentement, il y a une promesse et un engagement. Donc, si pour 1000 raisons, 1000, 2000, 3000 raisons, je fais le choix de ne pas vivre cet échange de consentement de manière formelle, puis parfois, il faut que les choses se passent de manière formelle. Si ça ne se fait pas, déjà, ça va se vivre différemment, la question de la fidélité ou de l'exclusivité, des choses comme ça. Donc, on parlait de la justice des contrats tantôt. Il peut y avoir ce qu'on appelle un contrat moral. C'est pas toujours un contrat juridique qui crée quand même des obligations. Ça, c'est un sujet en soi qui est énorme. Là, toute la question du vécu amoureux, émotif et sexuel contemporain, qui est très différent d'une autre époque. Là. On n'a pas à le qualifier, mais il y a des enjeux peut-être qui sont restés dans l'ombre par rapport à cette question-là, parce que veut pas, ça touche une confiance qui est trahie. Peu importe le point de départ de l'engagement, là, une confiance qui est trahie, ça veut pas, ça ébranle une relation d'amitié comme une relation amoureuse. N'importe quelle relation. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a vraiment... Mais là, tu parlais de formalisation de l'engagement pour la confiance. Donc, mettons, le mariage... Bon, il y aurait le mariage religieux dont tu n'as pas parlé, le mariage civil, qui est une forme d'engagement très formelle aussi. Il y a beaucoup de couples qui n'ont fait ni l'un ni l'autre, mais qui vont quand même avoir un engagement entre eux, entre les deux personnes, très formel aussi, très officiel. Il y en a d'autres, ça va être plus implicite, tacite. Ouais. Puis il y en a d'autres, ça va être plus flou. Il y a des couples aussi où ils oseront... Un des deux ou les deux n'oseront pas s'engager, mais ils vont quand même faire un bout ensemble. Mais même dans ces cas-là, il y a de la confiance aussi. C'est-à-dire, on va avoir confiance que l'autre ne nous trompera pas, que l'autre ne va pas nous mentir. Donc, la confiance est présente, elle est à peu près est incontournable dans un couple. C'est comme indissociable de la notion même de couple, de faire confiance. Oui, c'est ça. Même si ce n'est pas explicite, même dans l'implicite, il y a un désir de confiance. Mm-hmm. On a un désir d'abandon. Puis cet abandon-là est possible lorsqu'il y a un sentiment de confiance qui est là. Donc, c'est pas toujours... là, on en discute, on verbalise sur le sujet, mais la plupart des gens, c'est vécu dans le quotidien, sans formalisation. Oui, non, mais c'est ce qu'on veut faire ressortir là. On veut prendre conscience ensemble du fait que la confiance, ça fait partie de notre quotidien. Oui. Puis c'est la même chose au plan de la démarche intellectuelle. Prenons l'exemple des sciences, parce que c'est très présent dans notre culture. Il y a beaucoup d'émissions de vulgarisation scientifique. On rapporte soit des faits, soit des interprétations des faits, soit dans les médias, mettons, on parlait de Radio-Canada, ou bien dans des revues. Mais quand la revue publie un article sur tel ou tel sujet, habituellement, il y a un comité scientifique d'experts qui vont valider le contenu avant de le publier. Mais le lecteur, à l'autre bout, surtout s'il n'a pas de formation scientifique, va faire confiance dans l'auteur de l'article et dans le comité scientifique qui a validé le contenu. Mais ça ne veut pas dire que lui devient capable de juger la valeur des conclusions. Donc, même au plan, les gens qui nous écoutent peut-être n'ont pas l'occasion de vérifier tout ce que l'on dit, donc sont obligés de faire confiance. Je ne sais pas si on crée la confiance, mais on essaie de la créer, là. Mais c'est le rôle de... C'est pour ça que je parlais de l'autorité de la parole humaine ou de l'écriture. C'est la responsabilité de tout le monde d'essayer de créer et d'augmenter la confiance, notamment au niveau de ce que l'on juge vrai ou moins vrai, plus probable ou moins probable. Mm-hmm. Donc, elle est universelle et nécessaire, le besoin de faire confiance. C'est important de prendre conscience de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour la très grande majorité des choses que l'on sait, on ne peut pas on ne les a pas vérifiées soi-même, on ne peut pas les vérifier soi-même non plus. Donc, on s'en remet au fait que... Parce que pendant que tu parlais, je pensais au phénomène des complotistes, par exemple. C'est un mot que j'aime pas parce que je ne veux pas juger les gens, mais on entend beaucoup de choses au sujet des complotistes ou contre les complotistes, mais je trouve ça intéressant parce que les complotistes font confiance à certaines sources
et dénigrent d'autres sources qui sont plus officielles, plus mainstream. Et les gens qui critiquent les complotistes font l'inverse, vont dire, bon, on va faire confiance aux sources officielles et non pas aux sources plus parallèles, mais même la personne qui fait confiance à Radio-Canada, TVA, etc., fait confiance. Oui. Bon, évidemment, tu parlais tantôt, on a déjà parlé des balises là, qui vont faire le taux de confiance peut augmenter ou diminuer. Bon, si c'est un grand média, c'est normal de faire plus confiance parce qu'il y a comme plus de gens qui vont dire la même chose et puis c'est plus facile de les prendre en défaut s'ils se trompent, mais ils peuvent se tromper aussi. Je pense en particulier à l'époque de la COVID, par exemple, il y avait des gens qui n'avaient pas confiance dans le vaccin, mettons. Comment, comme simple citoyen, comment je pouvais savoir, moi, concrètement, officiel, pour vrai, là, si le vaccin était dangereux ou pas, si était, bon, il n'y avait aucune façon d'autre que de faire confiance à un tel, mais il y avait des fois des grands spécialistes en épidémiologie ou en immunologie, par exemple, qui vont dire, ben, le vaccin, moi, je suis pas tout à fait confiant, puis la majorité disait que le vaccin était sûr, mais comment on fait pour choisir à qui on fait confiance? Généralement, comment on fait? C'est une bonne question. Comme tu dis, on a un faisceau de preuves, puis plus il y a plus de personnes qui disent une chose, puis ces personnes-là semblent plus crédibles, mais qu'est-ce que crédible? On se rend compte que c'est pas facile de vivre. Hein? Mais en même temps, ça montre à quel point on est obligé de créer cette confiance-là. Si on c'est veut, ça, ça revient à ça. Ouais, on a besoin de la confiance. Question éthique là, fondamentale. On a l'obligation comme citoyen, de trouver les moyens de créer de la confiance. Puis il y a même des jugements de cour à la Cour suprême qui portaient sur la question de la diffamation. C'est que si quelqu'un est crédible, mais tu fais de la diffamation par rapport à cette personne-là, tu peux être poursuivi. Parce que chaque être humain, chaque citoyen doit vivre en société avec un capital de crédibilité. Tu sais, si on nuit à cette crédibilité-là, par exemple par la diffamation, la médisance, calomnie, peu importe comment on appelle ça, si on fait de la diffamation, on peut être poursuivi parce que je nuis à son capital de crédibilité. Donc, il faut créer de la confiance, puis il ne faut pas toucher au capital de crédibilité des personnes qui nous parlent. Donc, il faut les écouter. Ouais. Il faut les écouter, puis pas détruire la réputation des personnes, ne pas toucher... Donc, c'est des choses assez fondamentales, là, incontournables. Là. Donc, dans ce sens-là, les chrétiens ou les croyants, peu importe les confessions, on a tous les mêmes obligations de créer ce climat-là, une certaine sérénité, une certaine confiance là, dans l'entourage, puis... Donc, c'est pour ça que la foi-confiance, c'est un phénomène qui est universel, puis partiellement dépassable, mais pratiquement indépassable, comme avec tous les exemples qu'on a donnés tantôt. Alors, ce que tu appelles la foi-confiance, c'est tout ce dont on vient de parler. Oui, c'est que... la confiance profane, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on fait confiance aux gens autour de nous, donc tout ce qu'on a énuméré. Oui. Ça, tu dis indépassable. Est-ce qu'on peut imaginer une société où personne ne fait confiance à personne? Ben, je pense à des sociétés autoritaires, des régimes autoritaires où les gens, sans être complotistes, finissent par se méfier de beaucoup de gens, de leurs voisins. Il reste seulement quasiment les réseaux d'amis, d'après ce que je comprends. Dans une société vraiment, une dictature, là, les gens finissent par... il n'y a plus de confiance spontanée, joyeuse, qui est nécessaire, en tout cas, qui améliore la confiance dans un projet de société. Je pense que dans certaines sociétés, là... c'est difficile. C'est drôle parce que pendant que tu parlais des sociétés autoritaires, je pensais au milieu de la mafia, par exemple. Il y a plusieurs films qui nous montrent un peu comment ça se passe. Bon, il y a Le Parrain, qui est un très vieux film. Il y a beaucoup d'autres films qui en parlent aussi. Puis c'est toujours frappant à quel point ces gens-là sont des criminels, mais ont un code d'honneur ou un code de comportement. Le Parrain, c'était évident, c'était vraiment basé sur la confiance. Si tu me fais confiance, je te fais confiance. Et tant qu'on se fait confiance, ça va bien aller, mais ne trahis pas ma confiance. Alors, même dans un milieu criminel hors la loi, la confiance est peut-être encore plus importante dans ce milieu-là. Donc, encore une fois, ça me montre que c'est universel dans le monde humain. Là. C'est ça. On peut pas... C'est pour ça que je dis que ça me paraît plutôt indépassable. Indépassable parce que mettons, quelqu'un qui fait la vulgarisation scientifique, forcément, laisse tomber le détail de la démonstration pour expliquer. Donc, la personne qui l'écoute reçoit, fait confiance, mais est incapable par lui-même ou par elle-même de refaire la démonstration. Pour la plupart des gens, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Là.
Alors, c'est comme la Terre. Des fois, on rit des gens qui croient que la Terre est plate, mais qui pourrait démontrer qu'elle est ronde? C'est ça, exactement. C'est fou, mais bon, il y a plein de preuves, mais c'est pas des preuves qu'on a vérifiées soi-même, c'est des preuves qui nous sont rapportées quand même. Surtout il y a personne qui a fait le tour de la... Très peu de gens ont fait le tour de la Terre, pour vrai. C'est ça, ou qui ont un point de vue extérieur qui permet de vérifier la rotondité de la Terre. Là, Donc, c'est pas... c'est un consensus solide, mais encore là, on fait beaucoup confiance. Ça ne veut pas dire que c'est faux, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est la plupart du temps obligé de faire confiance. Il y a peu de choses qu'on peut vérifier par soi-même, au fond, que ce soit sur des questions spirituelles, philosophiques ou purement matérielles, ou scientifiques. On n'a pas le temps, là, même d'étudier des philosophes, la plupart du temps, on n'a pas le temps. Ça. Là, Donc ça, c'est notre premier des 4 points, la foi, confiance. Avant de le quitter, peut-être nous faire un lien. En quoi tout ça est pertinent dans le contexte, dans une optique où on se dirige vers la foi, ce que tu appelles la sainte foi, notre point 4. Donc, là, on va parler de la foi, on appelle ça la confiance. La foi et la confiance, on va le dire, c'est la même chose. Donc, j'espère que les gens ont compris. Donc, on parlait de la confiance, appelons ça la foi profane. Donc, pourquoi c'est important, en conclusion, pourquoi c'est important de parler de tout ça, pour se diriger vers la foi chrétienne? C'est quoi le lien entre la foi profane ou la confiance dont on vient de parler, puis l'expérience du chrétien, du croyant chrétien? C'est dans le fond, on a déjà dit que dans la foi, il y a comme un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de ne pas maîtriser l'ensemble de la situation. On a donné de nombreux exemples. On aimerait maîtriser toutes les sources d'informations, on aimerait contrôler les sources, on aimerait ne pas être abusé de différentes façons. Donc, ça reste dans la foi biblique ou dans la sainte foi, c'est-à-dire, un jour, on va parler de la certitude. On aimerait être capable d'avoir une foi qui est complètement sereine, mais ce serait ça une conviction, une certitude, où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus d'hésitation, etc. Mais pour la plupart des gens, surtout au niveau de l'ensemble de la société, on sait bien que c'est pas possible de s'abandonner complètement, qu'il est sage d'hésiter, de faire attention. Alors, dans ce contexte-là, on utilise le même mot, c'est pas par hasard. Quand on va parler de la sainte foi, on va dire qu'elle est, entre guillemets, sacrée d'une certaine façon, mais elle aussi, elle nous paraît un peu insatisfaisante parce qu'elle va proposer un minimum de contenu avec un sentiment de certitude, mais c'est pas l'évidence. Il n'y a personne, dans le fond, qui nage dans l'évidence, dans ce dont on va parler. Il n'y a personne qui nage dans l'évidence. C'est pour ça que je parle souvent d'indices de crédibilité. Là. La sainte foi devra être capable de donner des indices de crédibilité. Alors que dans un projet de société, on a parlé de l'importance des institutions saines, d'individus qui s'impliquent, que c'est un engagement éthique pour l'ensemble des citoyens, même intergénérationnel avec la question climatique. Donc, dans ce contexte-là, il faut accepter que si la foi humaine est à ce point étendue, forcément, lorsqu'on va parler d'un autre type de foi, comme la foi catholique, par exemple, elle aussi, elle offre des difficultés. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle toujours on ne change pas de sujet, là, mais c'est comme elle devra apporter ce qu'on appelait autrefois des lettres de créance, c'est-à-dire d'offrir elle-même ses propres motifs de croire, qui vont être différents. On dirait c'est différent pour la vie de couple, c'est différent pour les institutions juridiques, pour les autorités politiques, les indices de crédibilité, ça dépend des situations. Alors, ça va être la même chose pour la foi biblique ou la foi chrétienne. Ce seront des indices de crédibilité différents des indices qu'on utilise pour faire confiance en général dans la société. Donc, on reste dans le même sujet, dans le fond. Puis le besoin de croire fait partie des raisons de croire, j'ai envie de dire. Tout à fait. Bon, peut-être que dans le domaine politique, c'est important dans le domaine politique aussi, on a besoin de croire qu'on peut faire confiance à la police, qu'on peut faire confiance aux députés, qu'on peut faire confiance au commerce. C'est peut-être plus, le parallèle est peut-être meilleur dans le domaine du couple, par exemple. On a besoin de croire que l'autre nous fait confiance. Aller chercher des preuves tout le temps de façon obsessive, c'est peut-être pas la façon la plus saine de vivre une relation. Je dis en amour, mais on peut dire la même chose en amitié aussi, au fond. On a besoin de croire que l'autre ne nous ment pas, qu'on peut faire confiance. Bon, il y a des limites, mais ce besoin-là existe aussi. Il y a pas de... Je pense que dans un couple ou en amitié, il n'y a pas plus belle parole que « je te crois ». Il y a rien de plus agréable que de se faire dire « je te crois », puis de pouvoir le prononcer, de pouvoir prononcer ces paroles-là en toute confiance, justement, en toute conviction. Alors, ça nous fait donc la foi confiance. On passe maintenant à la deuxième
deuxième palier, je dirais, qui est ce que tu appelles la foi assentiment. Alors, explique-nous un petit peu c'est quoi la différence avec notre premier palier qui était la foi confiance. C'est que dans le fond, la foi, c'est le mot assentiment, il y aura un synonyme facile à donner, c'est consentement. C'est que dans le fond, lorsque je fais confiance, je donne d'une certaine façon un consentement. Je consens donc, à c'est te ce que faire je viens de confiance. dire dans le fond. Là. Oui. Il y a le fait de... Tu fais confiance parce que tu crois, mais... comment je dirais? Il y a un geste que tu poses. Là. Ouais, qui est différent parce que tu n'es pas obligé de faire confiance. C'est ça, tu acceptes de faire confiance. Tu acceptes de faire confiance. Ouais. Donc, il y a un consentement. Où, les philosophes utilisent un terme plus technique qui est assentiment, mais c'est un mot important. En tout cas, si on continue de faire ce qu'on fait, on devrait continuer. On devrait continuer. Il va falloir aborder l'assentiment. Quitte à prendre des notions de philosophique pour bien comprendre, là, c'est que c'est essentiel pour qu'il y ait une appropriation vraiment personnelle de la confiance. Tu sais, par exemple, quelqu'un va dire « je vais donner ma confiance à ce député-là », puis l'autre va dire « non, moi je ne donne pas ma confiance ». Donc, c'est la même personne, c'est à peu près la même situation, mais il y en a un qui va donner sa confiance, puis l'autre ne la donnera pas. Donc, c'est ça l'assentiment, c'est consentir à faire confiance. Puis c'est pour ça que ça concerne aussi la foi biblique, puis la sainte foi. C'est que dans le fond, je peux consentir à un projet de société, je peux consentir à différentes institutions, mais je ne suis pas obligé de consentir à cette foi-là qu'on appelle la foi biblique ou la sainte foi. Donc, c'est pour ça que je disais qu'elle aura ses propres motifs de crédibilité qui sont différents, puis qui d'après nous, on parle de sagesse, là. Quelle est l'originalité, la force de la sagesse qu'elle propose, ou de la mystique qu'elle propose? Il faut consentir à ça. Donc, l'étape de plus... Alors, jusqu'ici, on disait... C'est comme si jusqu'ici on disait la confiance gratuite versus la confiance fondée sur des preuves. Ouais. Là, tu dis, il y a quelque chose entre les deux. Là. C'est que ça, preuve, pas preuve, de toute façon, il faut que tu prennes la décision de, comme tu dis, c'est une belle expression, d'accorder ta confiance. On accorde notre confiance à quelqu'un. La confiance ne découle pas uniquement du fait qu'objectivement, on a constaté qu'il y a une vérité, ou du fait que... Justement, encore une fois, il n'y a pas forcément des preuves non plus, mais on peut faire confiance, ne pas faire confiance, c'est accorder sa confiance. Et là, il y a un geste qui est vraiment personnel. Oui, puis qui peut être plus ou moins fondé, qui peut être gratuit. Plus ou moins fondé. Qui peut être gratuit ou fondé sur des indices, comme on disait tantôt. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas trop s'en sortir là, pour vivre humainement dans les conditions ordinaires de l'existence. Là. Je pense qu'il va falloir consentir à partir de ce qu'on constate. Souvent, on est obligé d'aller vite dans les consentements, mais c'est essentiel à une vie bien menée. D'après moi, là, on peut pas... Mais on est encore, si tu remarques, on est encore dans le domaine très humain. Là. Oui, absolument. Mais c'est pas... ça. Est-ce qu'on pourrait reprendre tous les éléments qu'on a énumérés tout à l'heure? Je veux dire, dans chacun de ces cas-là, politique, commercial, juridique, personnel, amical, il y a ce geste-là nécessaire d'assentiment. De consentement. On n'est pas obligé de donner. On vit tous la même société avec les mêmes autorités politiques, avec les mêmes enjeux économiques, mais ça ne veut pas dire qu'on fait confiance, qu'on donne sa confiance à ça. Par exemple, l'économie. Tu sais, les gens ne font pas confiance au capitalisme libéral. Bon, puis ils font des propositions alternatives pour proposer d'autres façons de vivre la vie économique. Donc, ils font confiance à une façon de faire différente qu'ils proposent finalement, qu'ils tentent de mettre de l'avant. Et ils essaient de créer de la confiance autour de ce projet-là, alternatif. Là. Donc, ça parle de libre arbitre, ça parle de liberté de l'individu. Oui, tout à fait. Il y a pas, personne n'est obligé de croire. Ouais. Personne n'est obligé de croire. Bonne nouvelle. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. Personne n'est obligé de croire. Non, c'est ça. Non, je pense que c'est un acte de liberté, là, la foi. Là. C'est pas la confiance. C'est pas... Mais un acte de liberté accompagné d'intelligence. C'est-à-dire, pour ça je parle d'investigation. Parce que même dans des formations de couple ou des déformations de couple, il y a des éléments d'analyse. C'est pas théorique, là, mais il y a des indices quand on dit... On peut retirer sa confiance. On peut retirer sa confiance. Oui. Avant de faire confiance, on vérifie. On vérifie. On va pas chercher un dossier, mais je veux dire,
par les contacts qu'on a avec la personne, on estime qu'on peut faire confiance ou non par son comportement, par le fait justement qu'elle a menti ou pas, bon. C'est parfois intuitif, c'est souvent intuitif en fait, le fait qu'on fait confiance à quelqu'un, mais c'est aussi parfois en fonction de faits objectifs, là, de comportement. Ben, on a pensé à l'exemple des partis politiques. Habituellement, ils vont faire enquête avant de proposer un candidat dans une élection. C'est un peu normal. Ils vont vérifier un peu le passé de la personne. C'est pas... ça me paraît sage, là, plutôt que d'arriver avec des problèmes par la suite. Donc, on vérifie. Habituellement, on vérifie. Puis plus les enjeux sont importants, plus on prend la peine de vérifier correctement, profondément. Puis si la spiritualité nous intéresse ou la foi, ben il me semble qu'il est sain d'enquêter, d'étudier un peu, de prendre son temps, pour pas éviter la précipitation dans quelque chose qui nous semble important, le domaine de la spiritualité, là. C'est bon. Alors écoute, on a passé foi, confiance, foi, assentiment. Nos deux autres éléments seraient la foi biblique et la sainte foi. On va peut-être pas trop développer aujourd'hui là-dessus, mais quand même présenter grosso modo là, vers où on s'en va avec tout ça. Bien, dans le fond, c'est pas nécessaire d'approfondir tout de suite la foi biblique parce qu'on va y revenir. Puis la sainte foi, tu peux la définir quand même. Bien, la foi biblique, dans le fond, c'est comme une confiance, un capital de crédibilité qu'on accorde. Tu sais, je parlais de capital de crédibilité pour chacune personne dans la société. Bien, la foi biblique, c'est un capital de crédibilité que j'accorde aux textes bibliques. Donc, aux textes qui nous sont parvenus. On sait que la religion chrétienne ou la foi chrétienne n'est pas d'abord une religion du livre, mais elle est aussi une religion du livre, avec un grand L. Là. Ce livre-là, c'est la Bible ou la parole de Dieu, peu importe. Qu'est-ce que ça signifie quand tu dis que la religion catholique n'est pas d'abord une religion du livre? C'est un des arguments de Michel Onfray qui va dire que la religion chrétienne est une religion du livre, puis aussi il dit la même chose des musulmans, à l'exclusion de tout autre livre. Donc, religion du livre, ça signifierait, ce qu'on entend parfois comme une position caricaturale de certains croyants, aussi bien musulmans au sujet des musulmans comme au sujet des chrétiens et des juifs aussi, à savoir, j'ai une confiance aveugle dans ce qui est écrit. Si c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Ça veut dire que... je prends n'importe quel extrait au hasard de la Bible, je m'épargne toute réflexion critique et j'affirme que cette phrase-là, ce verset-là, doit être applicable tel quel et est vrai, sans réflexion humaine, sans intervention tierce. Ça serait ça une religion du livre, en fait. Et toi, tu nous dis que la religion chrétienne n'est pas ça. Non, ben là, je l'affirme sans le démontrer, mais on a déjà parlé un petit peu de la tradition chrétienne, qui est une tradition interprétative aussi. Donc, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants ou quoi que ce soit, c'est une tradition interprétative. Donc, on accorde l'importance au texte. De là, l'idée d'une foi qui soit biblique. On fait confiance au texte. On lui accorde un capital de crédibilité, mais on l'étudie et on l'interprète. Comme on l'a dit donc, c'est pas tel quel. On avait dit, on parlait d'un dialogue avec le texte. Oui, exactement. Et d'une réflexion critique et humaine et intelligente. C'est ça. Et en perpétuelle évolution aussi. Exactement. Là, très important. Donc, c'est une foi qui est biblique, mais une Bible qui peut être interprétée. Il y a différentes écoles d'interprétation, il y a différentes églises qui l'interprètent différemment. Mais il y a un capital de crédibilité qui est accordé au texte lui-même, là. Puis l'autre élément, ben la sainte foi, la foi mystique, c'est qu'il y a comme une sagesse mystique qui est produite par le fait de croire aussi. Donc, ça aussi, c'est pas seulement le texte, c'est comme une expérience personnelle, individuelle qui se vit normalement par l'ensemble des croyants. Là. C'est pas une expérience d'exception. Mais ça aussi, on n'abordera pas beaucoup directement. On va l'aborder vraiment plus tard. Puis là, quelqu'un pourrait dire, pourquoi tu n'abordes pas tout de suite la Bible? Pourquoi tu n'abordes pas tout de suite la foi mystique? C'est parce qu'on juge, en raison de ce qu'on a dit au début, tantôt, que les problèmes, il y a une certaine crise de la foi en général. Puis qu'il faut, dans notre société. Dans notre société, puis qu'il faut partir de prémices plus larges. Donc, on vient de faire, donc, commencer par réfléchir à la notion de foi et de confiance en dehors de la question de la foi religieuse ou de la foi mystique. Voilà. C'est pour ça qu'on va parler un peu de philo, d'histoire, etc. Puis je me permets de citer Saint-Augustin, il y a 16 siècles, qui écrivait ceci. « Il est utile qu'il y ait beaucoup d'ouvrages écrits par beaucoup d'auteurs, fût-ce sur les mêmes sujets, différents dans le style, mais pas dans la foi, de sorte que la matière touche un plus grand nombre, les uns d'une manière, les autres d'une autre. » Autrement dit, c'est pour ça qu'on
on constate la variété des podcasts qui existent sur la foi. Alors nous, on fait des choix différents au niveau éditorial, si on veut, d'aborder d'abord les fondements d'un point de vue humain, c'est-à-dire la confiance, puis l'assentiment, le fait du consentement, étant donné l'importance de donner un consentement à une spiritualité. Donc, ça ne vient pas nier le reste. Des fois, tu parles de miracles ou d'événements spectaculaires qui étaient fréquents au début de l'Église. Donc, qui n'étaient pas basés toujours sur l'étude ou sur la réflexion, mais sur des guérisons miraculeuses nombreuses qui semblaient très fréquentes à l'époque. Donc, déjà, un événement spectaculaire peut déclencher quelque chose, mais comme ça ne nous arrive pas souvent, on dirait que les circonstances de la vie nous forcent à faire enquête autrement, puis à aborder ce sujet autrement. Autrement dit, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a plusieurs portes pour entrer dans la foi. Il y a des gens qui entrent plus par... S'ils sont témoins d'événements miraculeux, évidemment, c'est plus rapide. D'autres fois, c'est juste de rencontrer quelqu'un qu'on trouve inspirant, puis à qui on a envie de faire confiance, justement, sans forcément aller chercher des méthodes historico-critiques d'analyse philologique des textes. Ça existe aussi. Bon, mais nous, on est dans un podcast où on est axé sur le dialogue, sur la réflexion, sur la philosophie, etc. Et puis que ça s'adresse à des gens aussi qui se posent des questions plus sur le plan rationnel. Alors, ceux qui ont une expérience convaincante, tant mieux. Ça crée des conversions aussi. Mais pour bien des gens, on passe par un chemin différent. Donc, nous, on privilégie plus cette approche-là, critique, philosophique, anthropologique, etc., de réflexion, au fond, puis de cheminement. Alors, je pense que ça résume bien l'ensemble de nos ambitions pour le podcast ainsi que ce 4e épisode. Alors, merci beaucoup, Alain, de nous avoir partagé tes réflexions. Et puis, quant à nos auditeurs et auditrices, alors je leur dis à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.